Bienvenue tout le monde, bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans ce nouveau webinaire TPC. Je vous vois rentrer hop, petit à petit les uns après les autres. Je sais qu'on est jeudi, fin d'après-midi. Faut boucler ces objectifs de la semaine. On a tous, je ne sais pas combien de dizaines de mails à traiter, mais on va quand même prendre un petit peu de temps aujourd'hui avec Lucie, avec Content Square pour parler product, pour parler orga product, équipe product. Et je suis vraiment ravi de t'accueillir dans ce nouveau webinaire The Product Crew, Lucie. On le fait à 17h30 parce que voilà, tu n'es pas exactement sur la même time zone, c'est le matin pour toi, du côté de New York. Et voilà. L'entrepreneuriat sans complexe, Content Square, 600 millions d'euros levés, je crois. Vraiment une référence dans la French Tech. Moi je suis fasciné, comment créer des produits et des entreprises tech qui viennent conquérir des marchés internationaux, américains, asiatiques, aux quatre coins du monde, en créant des solutions qui viennent rivaliser avec les leaders sur le marché. Vraiment content de t'avoir. Et sur une problématique qui paraît simple, mais en même temps très, très complexe, qui est comment aider les divers sites web, les diverses plateformes à améliorer leur expérience utilisateur, à rendre contents leurs utilisateurs. Et donc, tout ça, ça passe par énormément d'ingrédients. Un de ces ingrédients très, très forts, ça va être évidemment le produit, la tech, les équipes produits. Scaler cette équipe produit et faire en sorte qu'elle devienne la plus performante possible. Et ce que j'aime beaucoup dans ton approche, Lucie, c'est un peu cette théorie, cette idée selon laquelle, arrivé à un moment, et je pense que ça s'applique pour des équipes de 3 PM comme pour des équipes de 80 PM, tu as besoin de product manager ton équipe product, d'avoir une approche product sur ton orga et ton équipe product. Donc voilà, je vais te laisser parler de tout ça, te présenter peut-être d'abord. En tout cas, encore une fois, merci d'être là. Merci à vous toutes et tous aussi de nous rejoindre. Je vous laisse vous présenter dans le chat. Je vous laisse, comme d'hab, poser vos questions au fur et à mesure à Lucie. On les prendra à la fin. Et voilà. Parfait. Merci beaucoup. Après une telle intro, j'ai intérêt à faire une bonne présentation. Merci pour tout. Je suis hyper contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un de mes sujets préférés. Et effectivement, tu l'as dit, Mehdi, mais s'il y a un seul truc à retenir de la présentation d'aujourd'hui, c'est ça. C'est que à partir d'un et tu as raison, en fait, ce n'est pas tellement à partir d'un certain moment, c'est en tant que product leader, notre job, c'est de construire des équipes produits qui elles-mêmes construisent des équipes produits. Et donc, on va essayer de discuter de ça ce matin. Moi, je suis en charge de l'équipe produit chez Content Square. Très rapidement, Content Square en quelques chiffres. Ce qu'on fait chez Content Square, c'est qu'on aide nos clients à analyser le comportement de leurs clients sur leur site web et leurs apps pour comprendre ce qui est frustrant dans la navigation, ce qui est facile, ce qui est difficile, et pour améliorer l'expérience utilisateur. On a quasiment 20 bureaux partout dans le monde. Aujourd'hui, nos deux plus gros marchés, c'est les US et l'Europe. On a plus de 60 nationalités différentes représentées chez Content Square. Donc, c'est une boîte qui est très, très internationale et qui a été fondée en 2012. Et moi, j'ai rejoint la boîte que je ne dise pas de bêtises, en 2014. Donc, ça fait un peu plus de 8 ans que j'ai rejoint la boîte. Et quand j'ai rejoint au tout début, quand je suis arrivée, il y avait 10 personnes dans un tout petit appartement en bas des Champs-Élysées, avenue Franklin Roosevelt, pour ceux qui connaissent Paris. Et tout le monde avait moins de 25 ans, la casquette à l'envers. Et j'ai démarré côté Customer Success. Et en fait, au bout de 6 mois passés dans l'équipe produit, notre CTO de l'époque a réussi à convaincre John, notre CEO et founder, qu'ils avaient besoin de quelqu'un entre eux et donc de créer une fonction produit. Et l'anecdote qui est marrante, c'est que
on avait recruté quelqu'un qui est venu un jour et qui avait 2 offres d'emploi et qui n'est pas revenu le 2e jour. Et donc, on n'avait plus de product manager ou de head of product. Et du coup, ils m'ont proposé de prendre le job. Voilà. Et ça, c'était il y a 8 ans. Et c'est comme ça que je suis passée de Customer Success à Product Management. Et qu'on a démarré l'équipe, on était 4. Je vais vous raconter un peu plus dans le détail. Et aujourd'hui, on est une centaine côté produit. Donc, voilà pour la présentation anecdote. Et maintenant, je vis à New York. L'objectif, c'est d'être sûr que notre produit et notre stratégie produit, notre vision, etc., sont parfaitement alignés avec les besoins du marché américain, qui est en train de devenir notre plus gros marché. Pardon, excusez-moi, je vais dans le mauvais sens. Voilà, donc aujourd'hui, on va beaucoup parler de comment est-ce qu'on construit une équipe produit. Je pense que la caractéristique principale de Content Square, c'est le scale. On est sur une phase d'accélération très, très forte depuis 4 ou 5 ans, avec effectivement des levées de fonds successives. Et du coup, ici, on vous a mis la croissance du nombre d'employés, parce que je pense que ça aide à se rendre compte des proportions dont on parle. Et ce qu'on appelle Product House chez nous, c'est produit et R&D. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est 619. Et en fait, de ce 619, c'est séparé en 2. Il y a 450 personnes côté Content Square et il y a un peu plus de 200, autour de 200 personnes chez Hotjar. C'est un truc dont on va parler, mais un des mécanismes qui a accéléré notre croissance, c'est les acquisitions. On a fait beaucoup d'acquisitions et la plus récente, c'est l'acquisition d'Hotjar. Donc voilà. Et pour le moment, on a 2 produits séparés. Donc, on a aussi 2 équipes produits séparées. Et juste pour vous donner, juste sur l'équipe produit, en début d'année, on était 40 dans l'équipe produit. Et là, en fin d'année, on est 100. Donc, c'est pour vous donner une idée de l'évolution des équipes. Quand vous avez, avec ce genre de croissance, en fait, les problèmes auxquels vous allez être confrontés, c'est que vous créez de plus en plus d'équipes produits, le périmètre produit, il s'agrandit. Et donc, en fait, c'est plus possible de décider de la roadmap et c'est plus possible de résoudre les hard problems tout seul. Parce qu'il y en a trop. Et donc, du coup, si les leaders produits continuent à être les décisionnaires de la roadmap et les décisionnaires de ce qui se fait dans le produit et les décisionnaires de toute la stratégie, du coup, ça crée d'énormes bottlenecks. Et ça crée aussi énormément de problèmes d'un point de vue… je suis désolée, je vais utiliser beaucoup d'anglicismes. Déjà parce qu'il y en a beaucoup dans le product management, mais en plus, parce que j'ai l'habitude de le faire plutôt les présentations en anglais, ça crée aussi des problèmes d'accountability. Et du coup, un des gros trucs qu'il faut arriver à faire, c'est à construire des équipes qui vont être capables de prendre des meilleures décisions produits que celles qu'en tant que leader, on aurait pris. Et ça, c'est un shift qui est hyper dur à faire conceptuellement, parce qu'il faut un peu lâcher son bébé. Au tout début, moi, quand je suis arrivée chez Content Square, quand on était 4 dans le produit, on prenait toutes les décisions à 4. Il n'y avait jamais aucune décision dans le produit qui était prise sans moi dans la boucle. Maintenant, on est 100. On a 20 équipes produits différentes. C'est impossible que je sois dans toutes les décisions. Parce que si je suis dans toutes les décisions, il n'y a plus personne qui avance. Parce que je deviens le bottleneck de tout le monde. Donc, il faut arriver à mettre en place des équipes qui sont du coup ce qu'on appelle les Empowered Teams, selon le fameux concept de Marty Kagan. Et ce que ça veut dire, Empowered, ça veut dire qu'elles sont empowered avec les bonnes datas, pour prendre les bonnes décisions. Elles sont empowered avec les bonnes ressources. Elles ont toutes les ressources dont elles ont besoin pour créer les produits qu'elles veulent. Et elles sont empowered avec des objectifs clairs qui permettent de mesurer le succès et qui permettent de faire confiance à l'équipe et qui permettent à l'équipe de montrer qu'elle avance dans la bonne direction. Voilà. Et créer des empowered teams, c'est l'histoire de notre vie en tant que product leader. C'est un process qui est difficile, c'est un process qui est continu et c'est un process dans lequel on n'a jamais fini. Et du coup, c'est là qu'on introduit la notion de, en fait, que plus l'équipe elle grandit, plus il faut faire un shift de se dire, moi, mon job aujourd'hui, c'est plus de créer des produits. Mon job, c'est de créer une équipe qui crée des produits. Et du coup, je mets la même attention à créer mon équipe que celle que je mettais avant à créer mes produits. Et on essaye d'utiliser exactement les mêmes méthodologies pour créer l'équipe que celles qu'on utilise pour créer les produits. Donc, on démarre avec
les needs, les pains et les desires de l'équipe. Qu'est-ce qui marche pas, où est-ce qu'on perd du temps, qu'est-ce qui crée de la frustration, au contraire, qu'est-ce qui crée de l'engagement dans l'équipe. On identifie des opportunités et puis ensuite, on teste nos opportunités et puis si le test est concluant, on déploie sur plus d'équipes. Et en fait, je trouve que ce concept, non seulement il est hyper intéressant parce qu'il permet d'être beaucoup plus itératif dans sa construction des équipes, il permet vraiment de démarrer par quels sont les problèmes qu'on veut résoudre et derrière, ça permet de mesurer si on a eu de l'impact. Mais pour moi, ça a aussi été un révélateur parce que le management, ce n'était pas forcément évident pour moi au départ. C'était... j'avais un peu l'impression, pour être hyper franche et transparente, de faire de la bobologie en permanence et d'avoir à gérer, plus l'équipe agrandissait, plus j'avais à gérer de problèmes individuels, de gens qui voudraient faire ci, qui voudraient faire ça, qui sentent qu'ils n'ont pas la bonne place, le bon titre, le bon job, etc. Et en fait, si on traite un peu cette bobologie à plat, ça devient, c'est trop, c'est pénible. C'est décourageant. Et l'exemple que j'aime bien donner pour ça, c'est comme si vous traitiez votre roadmap produit sur la base des tickets support, mais en prenant les tickets comme ils viennent sans essayer d'analyser, de les analyser. Si tu prends ton support et tu essayes de traiter chaque ticket et de rajouter dans la roadmap ce dont il y a besoin pour traiter chacun des tickets, c'est l'enfer. Tes priorités, elles changent sans arrêt, tu ne donnes pas de cap clair, tu as beaucoup trop de sujets à traiter et tu n'avances sur aucun sujet. Alors, si tu prends le temps d'analyser ton backlog de support et d'identifier des thématiques récurrentes dans le backlog de support, maintenant, tu as tes 3 grandes thématiques qui vont permettre de résoudre 60, 70 ou 80% des problèmes. Et en fait, du coup, si tu appliques en appliquant exactement la même dynamique au management, du coup, au lieu de traiter des problèmes individuels les uns sur les autres, on réfléchit vraiment à l'organisation en termes on problématise l'organisation pour arriver à avancer plus vite. Voilà. Donc, ça, c'est mon grand truc. A priori, les gens dans mes équipes peuvent vous en parler aussi, parce qu'on en parle tout le temps. Et en fait, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on utilise beaucoup la figure du double diamant quand on fait dans notre méthodologie produit. Et donc, avec le problème, on mappe le problème space et ensuite, on commence à essayer de trouver des solutions avec des phases de divergence et de convergence. Et on essaye du coup d'appliquer la même chose à la construction de l'équipe. Voilà, donc c'est une introduction un peu longue. Je suis désolée, on va rentrer dans des trucs un petit peu plus concrets, mais je pense que ça aide à comprendre la suite de la présentation. On va parler de 3 trucs aujourd'hui. Comment arriver à recruter les bonnes personnes. Ensuite, et là, on va principalement parler de product management parce que je pense quand même que le product management, c'est le cœur du réacteur d'une équipe produit. Ensuite, on va parler des rôles, des autres rôles dont on a besoin dans une équipe produit et des rôles qu'il faut rajouter au fur et à mesure que la team a grandi. Et enfin, on va parler une fois qu'on a les bonnes personnes et les bons rôles, comment est-ce qu'on fait pour continuer à développer et retenir les talents. Je pense que s'il y a un seul truc à retenir sur comment recruter des product managers, je pense que c'est cette idée. Qui est porté par énormément de gens, que le product manager, c'est le CEO de son produit. Mais je trouve que ce qui est intéressant appliqué au recrutement, c'est ce que dit Marty Cagan. Marty Cagan, il dit, si on pense que le product manager, c'est le CEO de son produit, ça veut dire que quand vous recevez les gens en entretien, il faut vous demander si vous visualisez cette personne un jour créer son propre business ou être patron d'une boîte. Et si vous n'arrivez pas à imaginer le product manager patron d'une boîte ou créer son propre business, ça veut dire qu'il va lui manquer des qualités de leadership, il va lui manquer des qualités de prise de décision, des qualités de prise de risque, des qualités de synthèse, des qualités de faire collaborer les gens ensemble. Et je trouve que c'est toujours un bon moyen, à la fois pour vous, quand vous vous préparez pour des entretiens, de savoir que c'est sûrement ça que la personne en face de vous va essayer de juger. Et si c'est vous qui êtes en position de recrutement, demandez-vous cette personne, vous allez lui confier un produit. Donc, vous allez lui confier les décisions les plus importantes de la boîte. Donc, c'est important de vous dire, est-ce que vous le verriez être patron d'un business? Maintenant, on détricote un petit peu ce que ça veut dire.
Nous, ça, c'est du coup, c'est les 4 grands piliers qu'on recherche chez un product manager. Et c'est un mélange de hard skills et de soft skills. Donc, chez un product manager, c'est hyper important qu'il ait une certaine expérience du discovery, que quand il approche un problème, enfin, quand il approche une idée, il démarre toujours par définir le problème, qu'il ait une bonne culture du continuous improvement, etc. C'est aussi hyper important de recruter des gens qui sont capables de planifier et de get things done. Donc ça, c'est toute la partie delivery. Et aussi hyper important d'avoir des gens qui sont capables de collaborer avec le reste de l'organisation. Ça, je dirais que c'est un peu les hard skills, le discovery et le delivery. Et ensuite, on essaye de tester au maximum le leadership du candidat et sa capacité à inspirer les gens. Parce qu'en fait, quand on est product manager, on a plein de gens qui travaillent pour nous, mais personne ne nous reporte. L'équipe de dev, elle ne nous reporte pas. L'équipe de design, elle ne nous reporte pas. Les sales et le customer success dont on a besoin pour vendre le produit, ils ne nous reportent pas. Donc, c'est hyper important d'avoir cette capacité d'inspiration, de guider et de leader les équipes sans les structures managériales. Et enfin, la dernière brique, c'est le knowledge. Vous allez voir, on va en parler beaucoup, mais pour moi, c'est vraiment la première brique des Empower Teams pour être capable pour avoir confiance qu'une équipe va prendre de meilleures décisions que moi. J'ai besoin d'avoir confiance que cette équipe, elle sait mieux que moi, qu'elle connaît le client mieux que moi, qu'elle connaît le produit mieux que moi, parce que c'est parce qu'elle a une meilleure connaissance du produit et du marché et des contraintes techniques qu'elle sera en mesure de prendre des meilleures décisions que moi. Donc, c'est vraiment les 4 briques qu'on recherche chez nos product managers. Et du coup, pour la partie knowledge, qui est une des plus difficiles à construire, surtout quand on grandit, on recrute énormément en interne. Et donc, on recrute énormément côté customer success et on recrute énormément côté pre-sales. Parce que c'est des gens qui utilisent le produit, pour le customer success, qui utilisent le produit tous les jours, qui apprennent tous les jours à nos clients à utiliser le produit. Et donc, il va leur manquer les skills de discovery et de delivery parce qu'ils ne viennent pas du monde du product management, mais ils vont apporter énormément à l'équipe d'un point de vue knowledge. Donc, ce qui leur manque en termes d'expertise product manager, ils vont l'avoir sur l'expertise client et la compréhension du marché. Et on fait pareil côté pre-sales, où du coup, ils ont les pre-sales, ça s'appelle solution consultant dans d'autres boîtes. C'est les gens qui sont avec les sales et qui aident les sales à vraiment comprendre la valeur qu'on va créer pour les clients et les use cases qu'on va créer pour les clients. Et qu'on cherche en externe, par contre, c'est plutôt des gens qui vont venir nous apporter de la méthodologie sur la partie discovery et la partie delivery, de la méthodologie et de l'expérience. Et en fait, on essaye de construire une équipe où on mixe les profils qui viennent de l'interne, qui ont une très, très forte connaissance du marché et des clients, avec des profils qui viennent de l'externe et qui nous amènent des nouvelles pratiques et qui nous aident à grandir dans notre approche produit. En termes de process, notre process d'entretien, il est vraiment fait pour comment on dit, pour évaluer différentes ces 2 parties, la partie soft skills, la partie hard skills et la partie culture fit. Donc, on a une première partie qui est vraiment centrée autour du hiring manager, qui lui va vraiment regarder les skills, donc toutes les skills autour du discovery et du delivery. Et ensuite, on a beaucoup de teams. Chaque product manager candidat va rencontrer le product designer et le tech lead avec lequel il va être amené à travailler pour s'assurer qu'il y a un culture fit et qu'il va y avoir une bonne collaboration entre les 3. Et enfin, on a le panel. Et ça, c'est l'étape obligatoire pour n'importe qui rentre chez Content Square. On ne fait pas de cas chez Content Square. Donc, on ne demande pas à nos futurs product managers de nous dire comment ils résoudraient un problème. On leur demande de faire une présentation sur un sujet qui leur tient à cœur. Et il ne faut pas que ce soit un truc qu'ils ont fait dans le cadre du travail. Donc, on a eu des présentations sur un sujet qui leur tient à cœur ou un sujet qui les passionne. Donc, on a eu des présentations sur comment marche l'algorithme de Shazam. On a eu des présentations sur pourquoi la bière s'amousse. On a eu des présentations sur la différence entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on arrive à vraiment tester le leadership du candidat parce qu'il arrive avec un sujet sur lequel, a priori, on ne connaît pas grand-chose, ou parfois on se dit, je ne vois pas comment ça va être intéressant. Genre, je m'en fiche un peu de savoir pourquoi la bière s'amousse.
Et en fait, le candidat, il arrive à rendre le sujet hyper intéressant et hyper inspirant. Et ce qu'on leur demande aussi, c'est de montrer les parallèles avec le product management. Donc, en général, il y a un peu une métaphore filée sur le product management. Et donc, ça, c'est la première partie où ils présentent. Donc, on peut vraiment tester les skills de présentation et de leadership. Et ensuite, la deuxième partie, c'est le groupe qui pose des questions au candidat. Et donc, en général, le candidat, il est en face de entre 5 et 10 personnes. Et ça permet au candidat de voir l'ambiance qu'il y a dans l'équipe, de voir comment on interagit tous ensemble. Et ça nous permet de voir comment le candidat, il fait du stakeholder management, qui est aussi, je pense, quelque chose de clé dans les équipes produits. Parce qu'il va avoir des gens qui sont au même niveau que lui, des gens qui sont au-dessus de lui, des gens qui sont en dessous de lui, qui posent des questions avec des dynamiques différentes parce qu'il y a des gens du product marketing et des gens du design. Et comme ça, on arrive à tester comment les candidats arrivent à gérer leurs stakeholders. Donc, nous, c'est ce qu'on a mis en place pour tester les soft skills parce qu'encore une fois, je pense que c'est aussi important les soft skills que les hard skills chez un product manager. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite parce que je vois que le temps tourne. Un autre truc qui est aussi hyper important quand la boîte elle grandit, c'est qu'au début, vous allez avoir besoin de couteaux suisses. Donc, de gens qui sont capables de faire de tout, qui sont capables de jumper sur n'importe quel projet, de résoudre des problèmes, d'être un peu partout à la fois. Et ensuite, quand l'organisation a grandi, on a besoin beaucoup plus de spécialistes et on a besoin de process qui soient répétables et scalables. Et donc, du coup, selon où vous êtes aussi dans la maturité de votre boîte, je pense que ça, c'est quelque chose qui est aussi hyper important à avoir en tête. C'est est-ce que vous êtes plutôt encore dans une phase où vous avez besoin de gens qui font un peu de tout et dans ce cas-là, il faut que vous alliez recruter des couteaux suisses, ou est-ce que vous commencez à être dans une phase où la scalabilité et la répétabilité du modèle deviennent beaucoup plus importants et dans ce cas-là, il faut commencer à aller chercher un peu plus des spécialistes. Et le dernier sujet dont je voulais vous parler sur cette partie de recrutement, c'est qu'en fait, on ne recrute pas forcément toutes ces équipes. Il y a aussi une partie des équipes qui sont amenées, nous, dans notre cas, par des acquisitions. Et dans ce cas-là, en fait, on intègre 2 équipes produits qui ont des manières de travailler différentes, une culture différente, qui vivent dans des pays complètement différents. Nous, ça a été le cas sur les 6 acquisitions qu'on a faites. Il y en a 5 qu'on a 100% intégrées à notre produit. Et sur les 5, il y en avait 4 petites. Donc, c'était des boîtes qui avaient entre 20 et 40 personnes en produits R&D. Donc, ils sont venus s'intégrer dans les équipes. Mais quand on a racheté ClickTale, ClickTale, ils étaient aussi gros que nous. Chez Content Square, on était 250. Chez ClickTale, c'était 200. Et les équipes produits R&D étaient de la même taille. Et donc là, on a fait un énorme travail de compréhension de nos différences de culture, de compréhension de nos différences de méthodes de travail. Et je pense que c'est un truc qui est le plus riche aussi dans une acquisition, c'est de se rendre compte qu'il y a des gens qui ont une manière complètement différente de travailler. Et là encore, si on revient à la métaphore du produit, si on compare les méthodes de travail côte à côte, c'est hyper difficile de choisir laquelle on doit continuer à utiliser. Par contre, si on remonte un cran au-dessus et qu'on se dit, OK, pourquoi est-ce qu'on travaille comme ça? Quel est le problème qu'on cherche à résoudre? Quelle est la valeur qu'on cherche à créer en travaillant de cette manière? Là, maintenant, on arrive à se mettre d'accord sur les principaux problèmes qu'on veut résoudre en tant qu'équipe. Et derrière, les 2 méthodes de travail deviennent juste 2 solutions différentes qui vont être plus adaptées pour certains projets ou plus adaptées pour d'autres projets. Donc, en fait, ici aussi, cette capacité à remonter au problème plutôt que de se focaliser sur les solutions et les méthodes de travail, ça a été hyper clé pour être englobant des nouvelles cultures et pour s'enrichir aussi des méthodes de travail des autres équipes. Voilà, et ensuite, ça c'est juste une note sur les leaders. Ce qui est hyper important, c'est de recruter des leaders qui vont vous aider à continuer à construire votre culture et de recruter des leaders qui sont dans la complémentarité. Ça va très, très vite de recruter des gens que comme soi parce que c'est plus facile, on s'entend mieux, on a l'impression que les choses elles vont plus vite. Mais en fait, c'est la diversité des points de vue, la diversité des backgrounds, la diversité des cultures qui va vous permettre d'avoir suffisamment de points de vue différents pour être capable de résoudre les hard problems qu'on doit résoudre dans les équipes produits. Et c'est là où justement les acquisitions, c'est hyper intéressant parce que ça vous force
à travailler avec des gens qui sont différents, qui viennent d'un autre pays, qui ont une autre culture. Et ça vous pousse vraiment à vous poser les bonnes questions et à intégrer beaucoup plus de diversité à l'intérieur de l'équipe produit. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les grandes lignes. C'est un peu une toolbox pour vous aider à bien recruter ou pour vous aider à bien préparer vos entretiens de recrutement. Le deuxième truc qui est super important quand on construit une équipe produit, c'est d'arriver à amener les bons rôles au bon moment. Et donc, je vais passer là-dessus. Je vous expliquerai les problèmes au fur et à mesure. Mais en gros, le problème premier, je pense que la base d'une équipe produit, la base de toutes les équipes produits, c'est le trio. Donc, on a un product manager, un designer et un tech lead qui portent l'innovation ensemble sur chacun des produits. Et on essaye au maximum de les avoir qui travaillent en collaboration avec une approche la moins waterfall possible. Et ça, nous, c'est un modèle qu'on a depuis 3 ans. Et avant ça, on avait un product manager par sujet, mais on avait des designers qui étaient partagés entre les différentes équipes et on avait des tech leads qui n'étaient pas franchement identifiés au sein des équipes. Et pour nous, ça a été un des plus gros game changers. Parce que quand on a un designer qui travaille sur plein de projets différents, en fait, on a une relation client-fournisseur avec le designer et ça empêche de vraiment trouver les bonnes solutions et ça empêche d'être vraiment dans l'innovation. Donc, le premier truc que je dirais quand vous construisez votre équipe, c'est le plus tôt vous arrivez à équilibrer le ratio product manager, designer, tech lead, le mieux. Et même moi, mon conseil, c'est que parfois, il vaut mieux avoir plus de designers et plus de tech lead que plus de développeurs. Je pense que vous allez créer beaucoup plus de valeur avec un trio et 3 développeurs qu'avec un product manager, 6 développeurs et une ressource design partagée entre 10 équipes. Donc ça, vraiment, je pense que le plus tôt vous pouvez arriver à équilibrer ce ratio, le mieux. On a beaucoup parlé en introduction de l'importance de la connaissance au sein des équipes produits. Ça, c'est le deuxième problème auquel vous allez être confronté quand vous grandissez, c'est que quand l'équipe elle grandit, quand l'équipe elle se structure, il y a beaucoup moins de connexions naturelles qui se font avec le customer success ou qui se font avec les clients. Et donc, ça va hyper vite de perdre le lien avec les clients et ça va hyper vite d'avoir des équipes produits qui sont tellement focus sur livrer leur roadmap ou diminuer la dette technique ou juste livrer les features qu'ils ont promis de livrer, qu'ils arrêtent de parler aux clients. Et donc, c'est hyper important de mettre en place des process qui aident vos équipes à parler aux clients, mais aussi de mettre en place des équipes et des nouveaux rôles qui vont aider à maintenir le knowledge. Donc, nous, par exemple, les rôles qu'on a introduits là-dessus, c'est le product marketing, l'UX research et les product analysts. Donc, les product marketing, ils amènent une vision marché. L'UX Research, ils amènent une compréhension qualitative de nos user persona et de nos buyer persona. Et les product analysts, ils amènent une vision quantitative. Et d'ailleurs, on utilise énormément Content Score sur Content Score. Donc, on utilise notre propre produit pour comprendre ce que les gens utilisent le plus, ce qui est frustrant pour un utilisateur, etc. Et du coup, comme un product manager, il n'a que 7 ou 8 heures par jour, même si parfois c'est plutôt 10 ou 12 heures par jour qu'il travaille, c'est difficile pour les product managers de vraiment libérer tout le temps dont il a besoin pour faire ce boulot-là. Donc, pour nous, ça a été hyper important de rajouter des nouveaux rôles pour arriver à maintenir la connaissance. Et ensuite, l'autre typologie de rôle, donc le troisième type de rôle, c'est ce qu'on appelle les rôles de programme et d'ops. En fait, en grandissant, il y a un moment où la qualité et l'exécution, ça devient aussi important que l'innovation. Et il y a un moment aussi où quand on a 20 équipes, il y a un effort de coordination qui est hyper fort. Et soit vous commencez à introduire du programme pour aider ces efforts de coordination, s'assurer que tout le monde travaille dans la même direction, soit c'est le product manager qui va devoir faire ce job-là. Et en fait, tout le temps que le product manager il passe à coordonner, il ne le passe pas à mieux connaître ses clients ou il ne le passe pas à mieux comprendre les problèmes qu'il doit résoudre sur son produit. Et donc, moi, je trouve qu'un truc qui est super important dans une équipe produit, c'est de se dire que le premier taf du product manager, c'est de connaître ses clients et de comprendre les principaux problèmes de ses clients pour arriver à trouver les meilleures solutions. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour aider les product managers à focaliser leur temps sur ces 3 trucs-là, il faut le faire. Et il faut absolument réduire le temps que le product manager passe à faire le Scrum Master, passe à faire de la coordination, passe à faire de l'alignement, parce qu'il y a plein d'autres gens dans l'organisation qui peuvent vous aider à faire ça, mais que le vrai job du product manager, qui est de connaître ses clients et de prendre des décisions et de donner la direction du produit,
il n'y a que lui qui peut le faire. Et c'est là où je vous parlais de couteau suisse, où au départ, le product manager, il va faire ce rôle de Scrum Master. Et petit à petit, il faut arriver à en libérer pour qu'il continue à être hyper pointu sur ses clients et qu'il puisse prendre les bonnes décisions et qu'il puisse faire avancer le produit dans la bonne direction. Donc, pour kind of sum up, il y a 3 types de rôles. Il y a les rôles qui vous aident sur la partie… je n'ai pas trop parlé de ça. Il y a les rôles qui vous aident sur la partie go-to-market. Il y a les rôles qui vous aident sur la partie knowledge et il y a les rôles qui vous aident sur la partie exécution. Nous, on a fait dans cet ordre-là. On a d'abord ajouté product marketing et product knowledge. Et en gros, ça, c'est très lié au modèle de Content Square. C'est que nous, on a un modèle high touch. Ça veut dire que un client, il ne peut pas devenir client de Content Square en autonomie. Tu ne peux pas aller sur le site de Content Square, mettre ta carte bleue et démarrer l'utilisation de Content Square. Il y a forcément un sales qui t'a approché, qui t'a vendu le produit, qui t'a expliqué pourquoi le produit était top. Et ensuite, à l'onboarding, il y a un Customer Success Manager qui t'a aidé à t'onboarder. Et donc, nous, on peut créer les meilleurs produits du monde. Si les sales ne veulent pas les vendre ou que le Customer Success ne veut pas onboarder ou ne sait pas onboarder, en fait, on ne crée aucune valeur. Donc, pour nous, s'assurer qu'il y a un alignement très, très fort entre produits, sales et Customer Success, ça a été une problématique qu'on a eu très tôt dans l'organisation et c'est pour ça qu'on a créé les rôles de Product Knowledge et Product Marketing. Ensuite, on a créé les rôles pour nous aider à maintenir une très bonne compréhension, connaissance de nos clients et du marché. Et ensuite, on a créé les rôles plus autour de l'exécution. Et du coup, ça ressemble à ça, l'organisation produit chez nous. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez, c'est beaucoup de monde. Ça, c'est ce qu'on appelle la Product Unit. Donc, en gros, c'est une Impact Team avec le trio et les ingénieurs. Et ensuite, vous voyez, vous avez toute une myriade de gens qui sont là. Le UX Research et Product Analyst pour aider sur la partie connaissance du marché. Ici, vous avez tous les gens qui aident sur le go-to-market. Et ici, vous avez le leadership de la product line. Donc, qui sont les product directors, les engineering directors, etc. Et donc, une des grosses problématiques qu'on a dans ce cas-là, c'est comment est-ce qu'on maintient de l'efficacité avec autant de gens qui travaillent sur ces différentes problématiques. Et c'est là où je vous disais que c'est hyper important d'avoir une approche très produit, très itérative, d'être dans le continuous improvement tout le temps. Parce que peut-être à un moment, on va se dire qu'on a introduit un rôle et qu'on n'avait pas besoin de ce rôle. Ce rôle-là, en fait, il n'ajoute pas suffisamment de valeur, il amène trop de complexité dans l'organisation et donc, en fait, il faut arrêter d'avoir ce rôle. Ou alors, on se dit, tous ces rôles, ils sont super, mais par contre, il faut qu'on arrive à être beaucoup plus efficace et donc, au lieu d'enlever un rôle, on va optimiser la manière dont les gens y travaillent. Donc, exactement comme dans un produit où on se dit, soit je crée un nouveau use case dans le produit, c'est équivalent dans une organisation à créer un nouveau rôle. Arrêter un produit, c'est équivalent à arrêter un rôle et améliorer un use case ou améliorer un produit, ça revient à améliorer le process de collaboration entre les différentes personnes de l'équipe. Voilà. Et puis, du coup, on arrive dans la dernière partie qui est peut-être la plus importante, qui est quand on passe de 4 personnes dans l'équipe produit à 100 personnes dans l'équipe produit. Comment on fait pour que les gens qui étaient là au début, au milieu et à la fin, ils arrivent à grandir avec l'organisation et ils arrivent à scaler avec l'organisation. Donc là, les grandes thématiques, les grandes questions que vous devez tout le temps vous poser, c'est en grandissant, comment on continue à attirer des gens qui ont ce mindset entrepreneurial, qui sont vraiment les CEO de leurs produits. Donc, comment est-ce qu'on arrive à garder suffisamment d'impact dans les équipes pour que des gens très entrepreneuriaux soient heureux dans l'organisation? Comment est-ce qu'on aide l'équipe à grandir par rapport aux nouveaux challenges? Ce n'est pas la même équipe produit qui va supporter 100 clients que celle qui va supporter 2000 clients, qui va supporter des clients qu'en France, que des clients partout dans le monde. Et du coup, les 2 solutions pour arriver à faire ça, c'est de créer des équipes de missionnaires et de garder le fun. Je vais vous donner un peu plus de… Vous voyez, ici, on retrouve ce que je vous racontais en intro, vraiment cette partie, les 4 grands piliers pour un product manager.
Et en fait, on construit notre processus de recrutement sur ces 4 piliers et on construit notre career path aussi sur ces 4 piliers. Donc, vous voyez, pour le career path de Content Square, pour chacun des piliers, on définit ce qu'on attend des product managers et on les aide. Ça, c'est un exercice qu'on fait une fois par an. Ils vont venir s'auto-évaluer sur chacun de ces critères. Ensuite, on va comparer avec l'évaluation que fait leur manager et on va identifier soit les zones de gap, parce que parfois, les product managers, ils ont l'impression d'être vraiment nuls à un truc, alors qu'en fait, ils sont super bons. Ça, c'est hyper important de les aider à en prendre conscience. Et on va aussi les aider à identifier les endroits où il faut qu'ils se renforcent. Et donc, ensuite, on met en place des programmes de coaching par rapport à ça. Mais donc, je pense que ça, le truc à retenir ici, c'est que c'est super important que vous utilisiez les mêmes critères pour le recrutement que pour ensuite le développement personnel dans vos équipes. Et ensuite, on a des tracks assez classiques avec une track d'individual contributeur et une track de management et une track en fait, l'idée, ça c'est aussi un truc qui est hyper important, je pense, dans les organisations, c'est que manager, ce n'est pas la seule manière de grandir dans une organisation. Et donc, vous voyez, le début de la track, c'est le même pour tout le monde. C'est une track d'individual contributeur. Et ensuite, on va avoir une track de spécialiste d'un côté et de l'autre, une track de management. Ces outils de carrière path, ces outils qui sont hyper importants en tant que manager pour s'assurer que vous aidez vos équipes à grandir et qui sont aussi importants pour nos employés parce que la plupart des gens qu'on a chez Content Square, ils ont juste envie d'apprendre un maximum de choses et du coup, c'est vraiment un outil très, très fort de développement personnel. Le deuxième sujet qui est super important pour continuer à attirer les meilleurs talents. Donc, pour attirer les meilleurs talents, il faut les aider à se développer, mais il faut aussi leur donner des missions. Et donc là, ce qui est hyper important, c'est de s'assurer que chaque personne de l'équipe, elle connaisse sa mission, elle comprenne sa mission et elle soit passionnée ou obsédée par sa mission. Et c'est comme ça qu'on arrive à garder les meilleurs éléments au sein de l'équipe produit. Parce que sinon, ils ont l'impression, si on se parle très, très honnêtement, dans une équipe, dans une product house qui fait 400 personnes, ça va vite d'avoir l'impression d'être dilué, d'avoir l'impression que les décisions qu'on prenne, en fait, elles sont anecdotiques par rapport à la vision produit. Et du coup, c'est hyper important de faire ce travail de définir la mission de chacun des product managers et de leur montrer comment leur mission contribue au succès de l'entreprise. Donc, du coup, nous, on a pour chaque équipe a une mission, chaque équipe a une North Star et chaque équipe mesure sa contribution à la North Star et mesure comment sa contribution à la North Star contribue au succès de Content Square. Et donc, ce système d'alignement, déjà, ça crée énormément d'alignement, donc ça donne beaucoup plus d'autonomie aux équipes, mais surtout, c'est hyper rewardant parce que les équipes, elles arrivent à comprendre comment elles aident Content Square et comment elles créent de la valeur pour les clients. Et du coup, je vais vous parler, je vais close the loop ici. Nous, on appelle ça, tout ce qu'on met en place pour arriver à créer ces Empower Teams ou ces équipes de missionnaires, on appelle ça la Rhino méthodologie. C'est une product méthodologie qui est inspirée d'énormément de littérature, notamment énormément Marty Kagan et Teresa Torres, mais on n'a pas voulu l'appliquer telle qu'elle parce qu'on a voulu s'inspirer de ce qu'ils disent pour résoudre nos problèmes à nous dans notre contexte à nous. Donc, en fait, la matérialisation de mon équipe, c'est mon produit, c'est ce qu'on appelle le playbook de la Rhino méthodologie où on définit notre manière de travailler, on itère sur notre manière de travailler, on identifie les nouveaux rôles qu'on veut créer, on identifie les rôles qu'on veut arrêter, on identifie les process qu'il faut qu'on améliore. Donc, en fait, une autre manière de le dire, c'est que moi, maintenant, mon produit, c'est le Rhino. Mon produit, c'est le playbook Rhino. Et la raison pour laquelle on utilise le rhino, c'est parce que c'est l'animal fétiche de Content Square, parce que les rhinocéros, ça a 2 cornes et que les licornes, ça n'existe pas, alors que les rhinocéros, ça existe. Donc, c'est un petit peu notre animal fétiche. Voilà, ce qui est super important, c'est de continuer à avoir du fun aussi dans vos équipes. C'est beaucoup de boulot, le produit. C'est énormément d'investissement de tout le monde. Et nous, c'est un truc qui est hyper important dans notre culture.
On pense que les gens travaillent 50 fois mieux ensemble et ont des bien meilleures idées et sont capables d'innover beaucoup plus quand ils se connaissent, quand ils s'apprécient. Et donc, on met beaucoup d'efforts sur avoir nos équipes ensemble. Donc là, c'était en juin au parc Astérix où on a réuni toute la Product House ensemble. Et c'était la première fois qu'on réunissait tout le monde depuis le Covid. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'on était aussi nombreux que le dernier kick-off qu'on a pu faire avec toute la boîte avant le Covid. Donc, en 2 ans, la Product House est devenue aussi grande que ce que Content Square était, Content Square en entier il y a 2 ans. Voilà. Et puis, dernière chose, pardon, il n'y a pas de recette magique. Comme avec le produit, vous allez vous tromper, vous allez apprendre, vous allez recommencer tout le temps. C'est pas grave, c'est normal. Et puis, ce qui compte, c'est vraiment cette approche itérative et ce qui compte, c'est vraiment c'est vraiment de cette approche itérative et de se dire que si on s'est trompé à un moment avec son organisation, c'est comme avec son produit, c'est pas grave. Le seul truc qui est important, c'est de fail fast pour pas embarquer l'organisation pendant trop longtemps dans une mauvaise direction, de la même manière qu'avec votre produit, vous voulez pas embarquer votre produit dans la même direction pour trop longtemps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que c'était déjà beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. Et puis voilà, are you ready for the ride of your life? Moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est une expérience qui est extraordinaire de voir grandir une équipe produit comme ça, de voir grandir le produit quand on regarde il y a 8 ans où on en était, le produit, comment il était, les équipes, comment elles étaient. Pour moi, c'est une fierté immense de voir ce qu'on arrive à créer tous les jours. Donc, même si c'est dur, même si des fois, ça demande beaucoup d'énergie, je pense que c'est vraiment c'est quelque chose qui vaut la peine, quoi. Voilà. Lucie, merci beaucoup pour cette intervention hyper inspirante, pour tes anecdotes, l'authenticité et l'énergie. C'est ouf. On a des gens qui ont dû partir, malheureusement, qui sont en réunion, qui nous ont dit que c'était ouf et qui ont hâte d'avoir le replay. Okay. On va prendre 10-15 minutes max parce qu'il est déjà 18h15 pour répondre à 2-3 questions. J'en ai aussi de mon côté. Très rapidement, si jamais vous êtes en pleine phase de recrutement là pour l'année prochaine, sachez qu'en ce moment, on a un peu plus de 300 product et design people qui recrutent avec nous, qui cherchent avec nous, pardon. Et pour vous donner un petit sneak peek, les profils qui travaillent avec nous en ce moment viennent de boîtes comme Google, Blablacar, Open Classroom, Arturin, MangoPay et compagnie. Et du coup, on sera ravis de travailler sur vos besoins. N'hésitez surtout pas. Je reviens à nos moutons. On a eu, en fait, tu as parlé du case study à un moment donné. Et on a eu quelques réactions. On a Melchior qui est VP chez Launchmetric, au produit, bien sûr, et qui nous demandait, qui trouvait ça vraiment top, le concept de panel chez vous, qui nous demandait quand même comment tu t'assures des hard skills, pardon, quand tu ne fais pas de case studies. Ouais, c'est une très bonne question et c'est pour ça ce que je montrais, c'est que c'est du coup la responsabilité du hiring manager. Donc, dans le premier entretien, le manager qui recrute, c'est lui qui teste les hard skills. Et du coup, pour être très concret, ce qu'on fait, c'est qu'on demande au product manager de nous donner des exemples très concrets de comment ils ont géré un produit bout en bout. On leur pose des questions très précises sur tu dois arbitrer entre ça et ça, comment tu t'y prends. Donc, on a une liste de questions assez précise où on demande des exemples concrets aux candidats pour arriver à comprendre comment ils réagissent et comment ils traitent les situations. On a Bianca qui recrute au niveau tech et product chez Tids, qui nous demande justement, tu vois, lorsque tu évalues des hard skills, qu'est-ce que tu recherches en priorité? Justement, c'est ce qu'on décrivait ici. Pour moi, les hard skills, c'est vraiment la discovery et le delivery.
Donc, et je pense qu'un bon product manager, c'est un product manager qui a un bon équilibre entre les deux. Parce que si vous avez un product manager qui est très, très fort dans le discovery, mais qui ne sait pas faire du delivery, pour moi, c'est quasiment du product marketing. Ce n'est pas du product management parce que quand même, à la fin, la composante finale, c'est de fabriquer des produits et de livrer des produits. Et d'un autre côté, si vous avez un product manager qui est 100% ou 80% focus sur le delivery et qui n'a pas suffisamment de réflexes autour de la compréhension du problème, de la valeur qu'on veut créer, qui est trop focus sur les outputs, pour moi, c'est presque un Scrum Master. Donc, en fait, c'est vraiment l'équilibre entre les deux qui est super important, je pense. Ouais. Moi, j'avais une question tu vois, tu parlais lorsque tu disais, lorsque tu commences à scaler, tu dois recruter des spécialistes. Est-ce que tu peux nous donner 1 ou 2 exemples, tu vois, de spécialistes dans le produit que tu as dû recruter et à quel point ça a été facile ou non, d'ailleurs? Ouais. En fait, ouais, mais dans ta question, il y a 2 questions, enfin, il y a 2 sujets, je pense, qui sont les 2 super importants. Il y a les spécialistes dont j'ai parlé sur cette slide, qui sont en fait des rôles qui viennent spécialiser ton équipe. Tu vois, là où avant, au tout début, le product manager, tu lui demandes de faire le knowledge, tu lui demandes de faire la recherche, tu lui demandes de faire l'analyse des data, tu lui demandes de faire le go-to-market. Après, quand tu commences à grandir, l'organisation elle devient trop compliquée, il y a trop de clients pour arriver à tout faire. Donc, tu crées des rôles de spécialistes pour venir aider les product managers. Mais aussi, et je pense que c'est là où tu vas avec ta question, nous, aujourd'hui, on a une approche multi-produits. On a 4 produits. On a un produit qui est vraiment qui est très technique, qui est sur la détection de bugs. On a un produit qui est vachement sur l'expérience et on a un produit qui est sur le contenu et le merchandising. Et en fait, et là, du coup, on revient sur cette partie-là. Pardon, je suis désolée, je bouge les slides. On revient sur la partie knowledge. À un moment, tu cherches aussi des product managers qui sont spécialistes dans un business. Et donc, sur le produit technique, on cherche à recruter des product managers qui ont une expérience beaucoup plus technique. Sur le produit expérience, on cherche des product managers qui sont passionnés d'expérience utilisateur. Ça, c'est plus facile parce qu'a priori, c'est tout le monde. Mais sur la partie merch, on cherche des gens qui ont déjà eu une expérience sur le côté contenu et merchandising. Donc, je dirais que ça se joue à un moment, tu cherches des gens qui peuvent t'amener une compréhension du marché, une compréhension des clients. Et là où ils sont le plus spécialistes, c'est sur cette partie knowledge, sur leur compréhension du marché. Make sense? Make sense, effectivement. Make sense. On a eu pas mal de questions. On a Mike aussi. Et ça fait plaisir parce que Mike est data analyst. Évidemment, on rentre dans le produit, mais c'est tellement important. La data, c'est tellement une énorme matière en elle-même. Il travaille chez Aircall. Il nous a demandé, il fait la remarque, il dit que tu as beaucoup d'équipes à aligner sur la question de la culture et du knowledge. De quelle manière est-ce que toi, tu t'assures que toutes ces teams soient alignées sur les priorités, qu'ils aient les connaissances précises des décisions que vous avez prises dans le leadership et qu'ils les taclent de manière assez alignée, quoi? C'est le truc le plus dur, franchement, à faire. Et si j'ai passé vite cette slide, mais en fait, si tu regardes la composition de notre équipe aujourd'hui, on a 20 teams. Donc, on a 20 product managers, on a 20 product designers. Et ensuite, on a 5 programme managers et 1 product ops. Et c'est énormément le rôle de ces gens-là. Donc, en gros, le rôle du programme management chez nous, c'est 3 trucs. C'est s'assurer que toutes les équipes produits travaillent à peu près avec la même méthodologie et qu'on a tous un playbook qui est consistant. Le deuxième truc, c'est qu'elle s'assure qu'on a le bon niveau de collaboration avec les équipes go-to-market. Mais leur troisième mission, et c'est la question que tu me posais, c'est de s'assurer qu'on a un bon crantage entre les OKR de la boîte, les OKR du produit, les OKR des product lines et les OKR des product units. Et c'est eux qui font tout ce travail d'OKR, c'est eux qui font aussi tout le travail d'alignement autour des North Stars. Et c'est par là qu'en fait, on arrive à la fois créer de l'alignement entre ce que la team exécutive attend et les équipes produits, mais qu'on arrive aussi à avoir ce côté équipe missionnaire parce que, en fait, tu sais comment tu contribues et tu vois comment ton bloc, il fait partie d'un autre bloc
qui est hyper important pour Content Square, tu vois. Donc, nous, on leverage énormément nos équipes programmes pour arriver à créer cet alignement. Et aussi, du coup, les équipes Product Analyst, parce que c'est les équipes Product Analyst qui nous permettent de bien suivre nos North Stars, de comprendre pourquoi elles montent, pourquoi elles baissent. Donc, les équipes Product Analyst jouent aussi un énorme rôle là-dedans. Tu as des ressources sur la rhino-méthodologie? On nous l'a demandé pas mal dans le chat. Ouais, bah, on peut partager. Hein. Il n'y a pas de secret. En plus, c'est que du bon sens. Donc, je pourrais vous partager notre. On a une présentation qui explique les grandes lignes. Je pourrais vous la partager pour que vous puissiez regarder. Ouais, pas de problème. Superbe. Yep, moi j'avais aussi une autre question. C'est plus sur la différence dans la pratique du product management entre la France et les US. J'ai eu l'occasion de parler deux, trois fois de ça avec quelques PM outre-Atlantique. Toi, est-ce que tu penses quoi de ça? Est-ce que tu vois une vraie différence et à quoi est-ce qu'elle est due, à ton avis? Je pense que c'est en train de changer énormément. Mais je pense qu'il y a 5 ou 10 ans, c'était hyper vrai. Et d'ailleurs, vous avez pensé que c'est un peu un gourou pour moi et c'est un peu vrai, parce que je vais encore parler de Marty Kagan. Mais typiquement, Marty Kagan, un des trucs qu'il dit, il l'avait dit, moi j'avais fait un training avec lui il y a quelques années, et puis à un moment, j'avais fait un podcast avec Axel Soraya, où il y avait aussi Marty Kagan, et il l'avait redit. Il disait, en fait, moi, ce qui m'énerve en France, c'est que vous avez les meilleurs ingénieurs, vous avez parmi les meilleurs ingénieurs du monde, mais vous ne savez pas faire du produit. Et du coup, vous gâchez le talent de vos ingénieurs et ça me rend fou. Et du coup, je ne veux plus faire de mission en France parce que ça m'énerve trop. Et il le dit avec des mots un peu plus polis que moi parce qu'il est américain et qu'ils disent les choses de manière un peu plus subtile. Mais en gros, c'est ça qu'il dit. Et la différence, c'est la différence entre une approche très top-down où le leadership va décider des 10 features qu'il faut mettre dans la roadmap pour le quarter prochain et où du coup, tu te sers de tes ingénieurs juste pour pisser du code, tu vois, si on parle de manière un peu familière. Alors que dans la Silicon Valley, les Américains, ils ont énormément travaillé sur cette fameuse notion d'empower team. Et en fait, Marty Kagan, dans son livre, ce qu'il fait, c'est qu'il ne fait que théoriser ou décrire la manière dont les gens bossent depuis longtemps dans la Silicon Valley. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils sont appuyés sur énormément de recherches. Tu vois, il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup de sciences cognitives aussi derrière toutes ces méthodologies. Et du coup, et le cœur de cette méthodologie, c'est comment, au lieu de donner à mes équipes des listes de features à déployer qui ne marchent pas, parce qu'on est tout le temps en retard, la feature, elle n'est pas bonne, il n'y a pas de accountability, comment est-ce qu'on donne des problèmes à résoudre et on fait confiance à notre trio, produit design et tech lead, pour trouver les bonnes solutions. Et là, du coup, en fait, on arrive aussi sur ce que disait Henry Ford, que s'il avait demandé à ses clients, il leur aurait demandé des chevaux plus rapides. Mais en fait, et du coup, il ne fallait pas demander la solution aux clients parce que les clients, ils ne savaient pas qu'on pouvait fabriquer des voitures. Et c'est le problème de base qu'on voulait résoudre, c'est de Boston à New York, c'est trop long en cheval, ça prend trop de temps. Donc, je veux pouvoir aller de Boston à New York plus vite. Donc, je crée une voiture. Et donc, en fait, le management à la française, c'est un peu essaye de faire un cheval plus rapide, qui est impossible, alors que le product management à l'américaine, c'est ça prend trop de temps d'aller de New York à Boston, trouve-moi une solution pour aller plus vite. C'est excellent parce que ça recoupe avec la question de Gérardo sur l'empowerment des équipes dirigeantes, des équipes produits, pardon, par les équipes dirigeantes. Tu as souvent cette problématique-là de passation un peu des prises de décision, surtout quand tu as passé 2 ans, 3 ans sur ton produit, que tu as levé des fonds. C'est un vrai sujet et merci pour ta réponse. Mais c'est un sujet qui est hyper dur, hein, parce que tu vois, moi je le vois avec John, c'est son bébé, son produit. Tu vois, c'est dur parfois de lui dire que sa solution, c'est peut-être pas la meilleure solution, quoi. Donc, il y a un vrai travail les équipes dirigeantes en France, elles ont moins cette culture-là. Et là, c'est pour ça qu'il y a énormément de fonds West Coast qui n'investissent que dans des boîtes fondées par des anciens product managers. Parce que du coup, ils sont sûrs que le leadership a déjà cette culture de l'empowerment.
Et du coup, c'est un critère, c'est une condition sine qua non pour investir. Après, je pense que l'empowerment, c'est que du bon sens. Et donc, même si vous avez des leaders dans vos équipes qui n'ont pas été formés là-dessus et qui n'ont pas l'habitude de travailler comme ça, c'est des modèles qui s'expliquent. Et quand on arrive à montrer qu'on a plus de résultats avec ces modèles-là que là, bah, tous les dirigeants français, ils sont partants pour avoir de meilleurs résultats. Il faut aussi manage up sur ce genre de trucs et éduquer son leadership s'il n'est pas déjà éduqué. C'est sûr, c'est sûr. Et je pense que tu as raison. Il y a eu beaucoup, beaucoup de changements par rapport à ça ces dernières années. La culture produit a vraiment infusé et on a des dirigeants qui ont beaucoup, beaucoup fait confiance, qui ont recruté. Enfin, nous, avec TPC, on a vu des dirigeants qui ont recruté des products en premier, alors que Ouais. historiquement, c'est plus des sales que tu recrutes en premier. Donc, ça a été pas mal game changer pour certaines startups. Je pense à De facto notamment. On va devoir y aller, les amis. On va laisser ouvert la chat room. Comme ça, vous pouvez nous mettre vos feedbacks, votre note, votre note sur 5 et vos feedbacks pour Lucie. Lucie, merci beaucoup, encore une fois. Avec plaisir. À toi, aux équipes de Content Square. Merci de nous partager un peu cette méthode et ce que vous faites. Petite dernière question quand même pour toi, pour savoir parce que ça a piqué ma curiosité. Comment est-ce que ça marche l'algo de Shazam? Comment ça marche l'algo de Shazam? Comment Voilà, ça mais tu marche sais, l'algo de Shazam? j'en ai vu plus de 100 des présentations. Si je me souviens, je me souviens plus exactement, je t'enverrai la présentation. C'est un truc de reconnaissance de pattern. Donc, en gros, ils ont transformé la musique en code avec des 0 et des 1, et ensuite, ils reconnaissaient des patterns. Mais je t'enverrai la presse. C'était vraiment intéressant et ça me fera du bien de me replonger dedans. Je suis très, très chaud. Merci beaucoup, Lucie. Et écoute, Salut, je te souhaite une bonne journée merci, au outre-Atlantique revoir. et à bientôt.